Salut à tous, bienvenue sur Révolution énergétique. Aujourd'hui, on vous amène dans les entrailles de la plus puissante centrale solaire de France. Elle est située à Cestas, au sud de Bordeaux. C'est la centrale Constantin qui développe une puissance de 300 MW crête. Et je suis en compagnie de Thomas Mercer, qui est superviseur du site. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Et du coup, cette centrale, elle fait 300 MW crête, mais qu'est-ce que ça représente concrètement? Sa production annuelle, elle est de combien? Et surtout, combien de foyers elle peut alimenter? Alors, pour avoir en effet des chiffres, on dit que la production annuelle d'une centrale comme ici à Cestas, ça couvre la consommation annuelle domestique d'une ville comme Bordeaux, c'est-à-dire environ 225 000 habitants. Ok, donc c'est vraiment conséquent. On voit pas bien ici à l'image, mais il y a vraiment des panneaux à perte de vue. La centrale, elle est gigantesque. Elle fait quelle superficie? Alors oui, il y a beaucoup de panneaux parce que il y a 260 hectares sous panneaux. Donc ça fait presque 1 million de panneaux, donc 983 000 pour être plus précis. Donc voilà, vous imaginez les kilomètres de câbles pour câbler tout ça, tous les modules entre eux. Ensuite, il faut aussi, bon j'en expliquerai plus tard, mais il faut aussi transformer le courant. Et donc il y a beaucoup d'onduleurs et de transformateurs, donc il y a 400 onduleurs, 200 transformateurs, c'est assez faramineux quoi. Donc on a quasiment 1 million de panneaux sur ce territoire qui est entouré de forêts. On voit là-bas la cime d'arbres. Ici, qu'est-ce qu'il y avait? C'était aussi une forêt, une exploitation forestière, je crois, c'est ça? Alors exactement, donc pour savoir, il faut remonter un petit peu dans l'historique du projet. Donc en fait, à l'origine, c'était vraiment une exploitation sylvicole, comme tout autour. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2009, il y a eu la tempête Klaus en Gironde, et toute cette parcelle a été dévastée. Donc le propriétaire, il était au courant en fait de tout ce qui était centrale photovoltaïque, etc. Et il a vu l'opportunité parce qu'il y a un poste RTE à 500 mètres juste à côté de la route, là-bas, de l'autre côté de la route. Et donc il a fait ses recherches, il s'est approché de bureaux d'études qui lui ont proposé en fait une implantation. D'où la puissance. On va maintenant découvrir le fonctionnement concret de la centrale. Donc on a évidemment l'eau soleil qui tape sur les panneaux solaires, et chaque panneau solaire fait quelle puissance d'ailleurs de façon unitaire? Donc sur Cestas, un panneau solaire c'est 305 watts crête. Ok, et donc l'électricité, une fois qu'elle a été produite sur le panneau, où est-ce qu'elle va? Donc voilà, en fait, pour rappeler un petit peu comment fonctionne une centrale photovoltaïque, c'est assez simple. Donc on veut transformer les rayons du soleil, comme on le disait, en électricité utilisable, on va dire, par la société. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on cherche à avoir, en sortie de la centrale, une électricité alternative à haute ou très haute tension. Donc pour ça, il y a plusieurs, on va dire, plusieurs étapes dans la centrale. Donc dans un premier temps, comme on disait, le soleil tape sur les modules. Par un procédé chimique, ça crée de l'électricité, mais en fait, cette électricité, elle est sous forme de courant continu et très basse tension. Donc comment c'est fait sur Cestas, comment c'est designé? Donc c'est assez simple, il y a ce qu'on appelle des strings dans une centrale photovoltaïque. Un string, c'est un regroupement de plusieurs modules. Et sur Cestas, un string est composé de 30 modules en série. Donc on peut aller voir ça. Donc voilà, là on voit que c'est un module ici. On peut imaginer, maintenant il faut imaginer qu'il y en a 30 qui forment une string, qui sont en série. Et ensuite, ce string arrive dans cette boîte de jonction. Une boîte de jonction, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, l'inverse d'une rallonge. Ça permet de rassembler beaucoup de strings pour ressortir un câble plus gros et faire une réduction de câbles et donc des économies de matériaux et de coûts. On le voit ici, là, tous les strings qui rentrent à l'intérieur de la boîte de jonction. Ici, ça rentre et par ici, ça ressort en plus gros. À gauche, donc les gros câbles qui sortent, et à droite, les petits câbles qui viennent des panneaux solaires. Voilà. Donc ensuite, de cette boîte de jonction, les câbles ils vont dans les PV box qu'on peut voir juste ici. Ok, c'est les grosses boîtes vertes. Donc dans ces PV box, ce qu'on trouve, on trouve des onduleurs et un transformateur. Donc dans chaque PV box, il y a 2 onduleurs et un transformateur. Sur la centrale, juste pour information, il y a 200 PV box, donc 400 onduleurs, 200 transformateurs. Et donc comme je le disais, là on est encore en très basse tension et courant continu. Donc ce qui se passe, c'est que dans les PV box, donc le courant passe, l'électricité passe dans l'onduleur. Ça permet en fait de hacher le courant et de transformer le courant continu en courant alternatif. Mais maintenant on a un courant alternatif
de basse tension toujours. Et nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait un courant alternatif haute ou très haute tension. C'est pour ça qu'on passe ensuite l'électricité dans les transformateurs, qui eux élèvent la tension de 800, 1000, 1200 volts à 33 000 volts. Donc concrètement, on a ici les strings qui sont à 800 volts, Voilà. qui envoient l'électricité, donc 800 volts courant continu, vers les PV box. Ici, Voilà. de 800 volts, elle passe à quelle tension? À 1200 dans les onduleurs. 1200, et elle est en plus convertie de Voilà. courant continu à courant alternatif. Et après, dans les transformateurs, ça passe à 33 000 volts. 33 000 volts, et l'électricité est injectée au final à une tension de... Alors voilà, ici sur ces stats, c'est un peu particulier parce que, comme je le disais, il y a un poste RTE juste tout proche. Donc ce qui se passe, c'est qu'en plus, normalement, dans les autres centrales plus typiques, si je puis dire, on s'arrête à une première échelle de transformation. Mais ici, on a une deuxième échelle de transformation. Donc on va aller voir, en fait, il y a deux autres très gros transformateurs qui permettent d'élever la tension qui est, on va dire, moyenne haute tension à 33 000 volts à très haute tension pour aller ensuite sur les câbles électriques comme vous le connaissez dans toutes les rues à 225 000 volts. Donc là, on se trouve sur le poste haute tension B, c'est ça? HTB. Ouais. C'est HTB, et c'est la dernière étape avant l'injection de l'électricité Voilà. sur le réseau. Donc voilà, donc, comme vous pouvez voir, ici on a deux gros transformateurs. Bon, ici on n'en voit qu'un. Et oui, donc on ne se rapproche pas trop parce que c'est de la très haute tension, forcément, pour des règles de sécurité. Donc on est sur 225 000 volts là. L'électricité Voilà. est transformée de 33 000 à 225 000 Exactement, volts. c'est ça. Et donc il y en a deux comme ça. Et quand je parlais tout à l'heure des transformateurs dans les PV box, il faut s'imaginer que c'est ça en version, on va dire, miniature. D'accord, ça c'est le transformateur, quoi. Voilà, Ok. c'est ça. Et donc voilà, forcément, c'est un organe très important dans la centrale. Donc il y a une maintenance tous les ans aux alentours de Noël. Il y a plusieurs particularités sur cette centrale. Déjà le fait que Neoen est propriétaire et exploitant. En général, les exploitants louent les terrains aux propriétaires. Ici, vous avez acheté le terrain. Alors oui, on va dire c'est le cas unique des centrales exploitées par Neoen. Pourquoi ça, il faudrait remonter dans les historiques, mais ça doit être un marché fait avec le propriétaire. Et il y a une autre particularité, vous l'avez évoqué, c'est que ici on est sur une orientation est-ouest, contrairement à la plupart des centrales qui sont orientées plein sud. On voit ici donc les panneaux qui ont une forme au final un peu de toit de maison. Qu'est-ce que ça apporte, cette disposition? Alors, comme je disais, ça apporte une grosse puissance à la centrale, donc on peut mettre beaucoup plus de modules. Comme vous voyez, est-ouest, ils sont vraiment tout proches. Donc on gagne de la place en fait concrètement. On gagne de la place, voilà. Et puis aussi, ça permet de maximiser, on va dire, la puissance tout au long de la journée. Donc forcément, les panneaux orientés est, ils vont produire plus tôt dans le matin, et les panneaux orientés ouest vont produire plus tard dans l'après-midi, voire la soirée, quoi. Alors la centrale est implantée sur une très grande surface, mais au final, le sol, il paraît assez brut. On voit juste des pieux enfoncés dans le sol. C'est ça? Comment elle a été construite, cette centrale? Alors oui, comment les pieux ont été mis, en fait, ça s'appelle des pieux battus. Donc c'est des pieux enfoncés dans le sol jusqu'à une certaine profondeur en fonction des différents types de sols. Ça, c'est battu avec une machine, c'est comme si c'était un énorme marteau en fait, qui enfonçait les pieux. Et donc en fait, ça permet, à la fin de l'exploitation, si on a envie, donc soit on pourrait faire du repowering, c'est-à-dire tout ce qui est, on va dire, dispositif comme les modules et les onduleurs, les remettre au goût du jour, ou alors si on a besoin, si c'est nécessaire, on peut remettre le terrain comme à l'état initial en fait. Donc on a juste enlevé les pieux, il y aura juste des trous, mais bon, ils vont se résorber en très peu de temps. Pour nettoyer tous ces panneaux, il y a ce drôle d'engin que vous avez donc spécifiquement développé, c'est ça, pour cette centrale? Alors exactement, en fait, du fait que la centrale soit très grande et surtout qu'elle ait un design un peu particulier avec les panneaux en est-ouest et donc des interrants assez resserrés pour maximiser le nombre de panneaux sur site et augmenter la puissance, il a fallu créer en fait un prototype pour pouvoir nettoyer tous ces panneaux. Donc voilà ce prototype. Donc comme on peut voir, il est assez fin au milieu, ce qui lui permet de passer entre les intertables, mais large en bas, parce qu'en fait, forcément, il y a la réserve d'eau, réserve d'huile. Et ce qui est, on va dire, la valeur ajoutée, c'est aussi cette brosse. Donc en fait, comment ça marche? La machine se met dans une allée et fait deux allers-retours avec la brosse. Donc un allée pour nettoyer les panneaux du haut, le retour pour nettoyer les panneaux du bas, donc à l'est ou à l'ouest, et inversement, on refait un aller-retour
Un aller, les panneaux du haut à l'est et le retour, un aller en retour avec les panneaux du bas. Et concrètement, comment ça fonctionne là? Donc là, on voit des brosses, ça ressemble un peu au lave-auto, aux brosses du Exactement, lave-auto. c'est exactement le même principe. Ouais, je n'ai rien à rajouter. Et là, il y a des buges, c'est ça? C'est de l'eau? Alors, c'est de l'eau qui est projetée. Voilà, parce que c'est nettoyé à l'eau déminéralisée, enfin de l'eau osmosée. C'est pour, voilà, forcément, pour pas abîmer les panneaux. Et donc, voilà, ça tourne comme dans les lavomatiques pour les voitures. Donc là, on voit, c'est au final une sorte de grue. Moi, je trouvais que ça ressemblait un petit peu aux engins de dégivrage des avions sur les aéroports. Et donc, vous avez fait appel à une société spécialisée pour concevoir ça. On a fait appel à une société spécialisée, mais quand bien même, en fait, le nettoyage des panneaux reste très long, très fastidieux. Et bien sûr, on est avec l'usure, ça fait maintenant 7 ans que tous les ans, elle est utilisée. Donc, il peut nous arriver d'avoir un peu de l'usure. Et donc, on est embêté dès qu'on a un souci, vu que c'est un prototype. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est actuellement à la recherche de pourquoi pas une deuxième solution pour optimiser, améliorer, faciliter encore ce nettoyage. Donc s'il y a des machinistes qui passent dans le coin, n'hésitez pas à nous contacter. Et il faut les nettoyer à quelle fréquence les panneaux au final? Alors ce qu'on fait nous, c'est une fois tous les ans. Donc voilà, en fait la campagne elle dure 3 mois. Donc vous imaginez qu'il faut quand même couvrir 260 hectares. C'est assez long, la machine elle va à 4 km/h. Donc il faut des heures et des heures. Parfois même ils sont 2 à se relayer pendant 8 heures. Donc voilà, il faut aussi essayer de... Comme je disais, elle a un certain nombre d'années, elle est utilisée pendant 3 mois non-stop, donc il faut essayer de l'aménager un petit peu pour qu'on puisse la garder, parce que ce qui serait vraiment problématique, c'est qu'on n'ait pas moyen de nettoyer les panneaux. On ne va pas imaginer les faire à la main presque 1 million de panneaux, quoi. Cette centrale, donc, on est très surveillé, on va dire, au niveau des incendies. Donc on a pu le voir avec l'été 2022 dans le sud-ouest, qui était on va dire, catastrophique pour les feux de forêt. Et donc c'est pour ça que pour se protéger, pour éviter qu'il y ait du feu qui se propage de l'intérieur vers l'extérieur ou même de l'extérieur vers l'intérieur, on suit en fait les préconisations du SDIS 33, donc des pompiers. Et donc pour ça, ce qui a été fait, c'est que il y a beaucoup de règles, on va dire. Il y a un débroussaillage de 50 mètres tout autour de la centrale, du contour de la centrale. Donc c'est vers 50 mètres où c'est coupé à ras pour éviter la propagation d'un feu. Il y a 3 points d'eau, 3 puits SDIS, pareil, donc DFCI, pardon, qui sont accessibles par le SDIS. Donc c'est 3 points d'eau tout autour de la centrale. Il y a aussi une bâche à incendie qu'on pourra aller voir juste après. Voilà, et puis ensuite, après, bien sûr, on s'adapte en fonction du moment et des aléas climatiques, notamment par exemple cet été pendant les vigilances rouge, orange. On a dû modifier nos gammes de maintenance pour nous permettre de continuer et éviter tout départ d'étincelles pour éviter les départs de feu, quoi. Par exemple, on n'utilisait plus de moteur thermique, tout rotophile ou d'autres petits gestes, mais qui peuvent aider, quoi. Et si la tonte, elle est en partie assurée par des moutons, c'est ça? On ira les voir tout à l'heure, peut-être? Alors oui. Il y a historiquement, en fait, c'était de la fauche mécanique sur toute la centrale. Donc c'est assuré par une entreprise locale, ce qu'on aime bien faire. Mais en fait, Neoen a comme politique de faire des cycles vertueux, et c'est pour ça qu'on a instauré de l'éco-pastoralisme. Donc qu'est-ce que c'est l'éco-pastoralisme? C'est en fonction de l'année. On fait appel à un berger local qui amène un certain nombre à son cheptel, donc un certain nombre de têtes de moutons. Et ça permet en fait d'avoir une tondeuse, on va dire, naturelle en fait. Et quand il n'y a plus assez à manger pour eux, le berger les récupère ou les déplace. Alors parmi les opérations de maintenance, il y a la thermographie. En quoi ça consiste? Alors oui, c'est assez important pour nous pour suivre l'évolution de la performance des panneaux en fait, tout au long de l'exploitation, et ce sur plusieurs années. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque année, on fait une campagne de thermographie, comme on l'a dit, par drone en fait. Donc il y a des opérateurs qui viennent avec leur drone, et ils prennent une vidéo thermographie infrarouge. Donc ça nous permet de repérer, vu du ciel, tous les défauts que peuvent avoir les cellules. Donc des craques, des points chauds, de la poussière en trop, des fientes d'oiseaux, enfin j'en passe. Donc voilà, ça nous permet de, si besoin, remplacer en fait ces modules avec ceux qu'on a en stock. Ok, donc vous avez un rythme de remplacement des panneaux qui est à peu près de combien sur un an? Historiquement, je dirais qu'on en change entre 150 et 250. Ok, donc toujours sur presque 1 million, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment un nombre très faible de panneaux qui est remplacé, quoi.
Voilà. Voilà, c'est quand même des panneaux de bonne qualité. Donc on est assez content de ça et on espère que ça va durer. Et qu'on est à l'abri pour l'instant, en tout cas en Gironde, de cataclysmes climatiques. Vous avez déjà eu de la grêle d'ailleurs ici? Alors non, on a été assez chanceux. Enfin, il y a eu de la grêle, mais pas de la grêle qui a cassé les panneaux. Donc comme je disais, les panneaux sont garantis normalement contre la grêle, mais bon, quand on voit que ça détruit des maisons parfois et des voitures, on s'attend à tout. Donc l'électricité produite par la centrale de Cestas, elle bénéficie à tous ou elle est rachetée par une société en particulier? Donc non, l'électricité bénéficie à tous, elle est rachetée par EDF-OA. Voilà. Et à quel tarif du coup? Combien coûte le kilowattheure qui est produit ici à Cestas? Alors ici, on est aux alentours de 107 € actuellement par mégawattheure. Okay. Donc si vous êtes un peu au courant de combien se vend l'électricité en ce moment, c'est très compétitif. C'est même moins cher que les futurs réacteurs nucléaires. Mais merci beaucoup Thomas Mercer de nous avoir fait découvrir cette giga centrale solaire la plus puissante de France. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si elle vous a plu et de bombarder les commentaires. Et aussi n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. À très bientôt sur Révolution énergétique. Bye bye.